Bienvenue au Millennial Podcast numéro 16 où j'ai eu l'occasion de recevoir Hassan Baraka, un athlète de l'extrême. Il a participé à des Ironman, à des Ultraman et a rallié tous les continents du globe à la nage. Ce début d'année, il réalise un nouvel exploit sportif en nageant 1 mile, soit 1609 mètres, dans une eau glacée à moins de 4 degrés. C'est à travers ces exploits sportifs que Hassan a décidé de se réaliser, d'aller à la rencontre de lui-même et de vivre sa légende personnelle. Si Hassan, bienvenue au Millennial Podcast. Merci Mohsin, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, quel exploit que tu réalises ce début d'année, donc en janvier, 1600 mètres de nage en eau glacée. Moi, j'ai une première question. Si Hassan, quelles sont les premières pensées que tu as eues quand tu es sorti de l'eau, une fois que cet exploit était terminé? Alors c'était 1609 mètres parce que c'est l'équivalent d'un ice mile, donc Ok. un mile c'est 1609. Et puis c'est vrai que ça a été c'est très difficile parce que la sortie de l'eau, on n'est plus là en fait. Notre corps est là, mais comme vous avez pu le voir sur les vidéos, j'étais dans un autre monde. Faut dire que chaque mouvement de bras était difficile parce que l'eau glacée, l'eau était à 4,3 degrés. En fait, il y a une somnolence et le corps commence à s'endormir. Il faut lutter contre ça. Donc en fait, les 34 minutes, j'ai pas arrêté d'avoir un dialogue intérieur avec mon fils qui m'a permis de faire un mouvement de bras après l'autre. Donc c'était la dernière personne qui était présente avec moi jusqu'à que on va dire que je parte et que je revienne après quasiment 2 heures pour récupérer un peu la température corporelle de mon corps. Je suis passé de 37 degrés à 33. Donc, je ne saurais pas te dire concrètement avec des mots, c'est avec des sensations qui sont indescriptibles. Alors justement, tu peux nous décrire ce qui se passe au corps humain quand il est confronté à ce type de température et pendant cette durée de temps. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes par lesquelles passe le corps humain? Oui, bien entendu. Alors déjà, le principal risque de nager dans de l'eau glacée arrive, on va dire, dans les 5 premières minutes. C'est-à-dire, il peut y avoir une attaque cardiaque parce que les gens ils reçoivent un choc très fort entre donc la température de leur corps et l'eau froide. Donc la première des choses à faire, c'est s'acclimater à cette eau froide. Mais une fois qu'on a dépassé, ça veut dire ce choc thermique avec de l'entraînement, bien entendu. Moi, en l'occurrence, je relâche mon corps. Et quand je relâche mon corps avec des exercices de respiration, je fais aussi bien sûr de la sophrologie, mais c'est plutôt la respiration abdominale qui nous aide énormément. Donc, Ok. il y a plusieurs méthodes de connues, mais moi, j'en applique une spécifique qui m'aide énormément. Ben, je commence, on va dire, à oxygéner donc les cellules de mon corps et ça me permet de me concentrer sur réchauffer les organes vitaux, parce que c'est ce qui se passe. Quand on rentre dans cette eau froide, la première des choses qui va être préservée, c'est le cœur et le cerveau. Ok. Et les extrémités, elles se retrouvent vraiment congelées. Et ce qui peut se passer, c'est que si on dépasse, c'est pour ça que la limite autorisée est de 45 minutes. Voilà, moi j'ai Ok. nagé en 34 minutes, Mhm. et donc il faut nager vite en fait, il faut s'entraîner pour nager vite. Si on dépasse les 45 minutes, il est vraiment probable que l'on perde la sensation de nos terminaisons nerveuses des extrémités. Il y a des nageurs que ça leur arrive pendant quelques mois, et il y en a que ça peut leur arriver donc à vie. Donc ça, c'est la première principale difficulté, Ok. c'est de pouvoir maintenir la chaleur pour préserver les organes vitaux. Ensuite, il y a une certaine, donc, comme je vous disais, une somnolence qui se crée. Moi, quand je nageais, j'avais mes doigts, mes mains et mes avant-bras qui s'endormaient et je les sentais plus. Pour moi, j'avais l'impression que je mettais, on va dire, le mouvement de bras rentrer à partir du coude. Voilà, Waouh. j'avais cette sensation-là. Mhm. Et puis, on sent vraiment comme des, euh, comme de l'électricité dans le corps. Et Mhm. ça, en fait, c'est le sang, c'est le sang froid, on va dire, qui circule. Et quand on sort de l'eau, on est un peu dans les vapes parce que ce qui se passe, c'est qu'on sent un courant sanguin froid passer dans le cœur. Parce que quand on est sorti, que le sang chaud est resté dans notre cœur, il va irriguer, on va dire, les extrémités, on va dire pour Ok. les sauver. Mhm. Et en fait, quand il est parti aux extrémités, il renvoie le flux de sang froid vers le cœur. Et donc on sent ça et ça nous fait perdre un peu la boussole. Et le plus important, c'est on a 10 minutes pour commencer le processus de réchauffement, c'est-à-dire que ce soit avec du liquide chaud qu'on prend à l'intérieur Mhm. ou que ce soit, on va dire, avec la couverture et puis la source de chaleur qu'il faut que l'on ait plus proche, mais jamais de façon brusque. C'est pas, je sors de l'eau à 4 degrés, il faut que je sois dans du 10 degrés, du 15 degrés, progressivement jusqu'à retourner à 37.
Ok. Alors, Hassan, quand j'ai vu les premières images qui ont circulé sur les réseaux après ton exploit, j'ai tout de suite pensé, tu sais, aux thérapies avec le froid. Tu sais, il y a des retraites qui sont offertes de plus en plus. On va nager dans des eaux glacées, on va développer sa respiration. Et donc, c'est un moyen pour pouvoir préserver sa santé, améliorer sa santé, etc. Oui. Est-ce que ce que tu fais là, ce que tu as réalisé là, rentre dans cette catégorie ou pas, ou tu le lis pas du tout? Alors, moi, c'est une philosophie de vie là, de faire ça. Ce que tu dis c'est vraiment pertinent parce qu'il se trouve il y a 2 semaines, Faylouz et moi, on a emmené aussi un groupe pour cela, mais vraiment pour des distances courtes, mais surtout pour découvrir les bienfaits de l'ice swimming. Mhm, On organise une compétition qui est le Ice Swimming Morocco depuis déjà 3 éditions. Et juste pour te donner un exemple, mhm. on a un nageur belge qui est venu, 80 ans. Il a fait le 50 mètres et il nous dit, Waouh, ça fait 60 ans que je nage dans de l'eau froide, ça fait 60 ans que je suis pas allé chez le médecin. Et c'est pour te waouh. dire les bienfaits. Donc, les chercheurs démontrent on développe 40% de plus de globules blancs grâce à l'eau froide. Le système immunitaire, il se développe. Donc, ça, c'est vrai pour les distances courtes. Et comme je te dis, les retraites, c'est vraiment le fait de rentrer dans l'eau froide, sentir ses bienfaits, ressortir. On va pas nager 34 minutes comme ce que j'ai fait. Mais il y a un bien-être parce qu'on libère vraiment pas mal de substances dans le corps, que ce soit les endorphines ou que ce soit les hormones du bien-être qui font Mhm. que l'on est bien mentalement et même physiquement pour la peau et pour il y a un bien-être, on dit bien un esprit sain dans un corps sain et le froid aide énormément. Donc moi je fais ça vraiment parce que ça me permet de remettre en place les idées. Ça m'aide aussi à pouvoir me dire que rien n'est impossible parce que il y a un exemple concret. Moi, là, je nage dans de l'eau glacée sans combinaison. Mhm, Mais il y a 7 ans, j'ai nagé entre une île américaine, la petite Diomède et la grande Diomède russe, pour allier l'Amérique à l'Asie. mhm, Et j'ai dû porter une combinaison il y a 7 ans. J'avais un paradigme dans ma tête mhm. qui me bloquait en me disant c'est impossible à faire. Mais on voit bien qu'après 7 ans, j'ai commencé progressivement, il y a 3 4 ans, en organisant l'événement, à nager dans de l'eau glacée à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Je suis allé au championnat du monde en 2019 en Russie. Et là, je me suis lancé dans ce Ice Mile. Et je ne sais pas si tu l'as vu. Donc Mhm. hier, en exclusivité, j'ai lancé donc hier mon prochain défi sur le JT Ah où j'ai non, parlé donc ah j'ai non. parlé du Ah, vas-y, vas-y, j'ai- vas-y, ben, tu vas pouvoir faire l'annonce ici aussi. Vas-y, Hassan. alors si les conditions sanitaires le permettent, je fais partie d'une expédition de 10 nageurs du monde entier où on va aller nager donc dans l'océan glacial arctique au-dessus donc du parallèle 75 au pôle Nord, une distance entre 1000 et 1600 mètres sans combinaison. Voilà. Donc, Waouh. c'est pour lancer un appel au réchauffement climatique. Et donc, c'est dans ce cadre-là Euh, que tu je vais t'es essayer de repousser les limites. tu t'es Voilà. fixé une échéance ou ça dépend des conditions sanitaires et de comment? Bon, normalement, c'est prévu au mois de mai. Maintenant, si c'est pas au mois de mai, bah, ça se fera à la fin de l'année parce que on doit respecter aussi les conditions climatiques. Vous savez qu'au pôle Nord, on peut pas y aller quand on veut. Mhm. Moi, mon expérience au pôle Sud, quand j'étais allé en 2016, on pouvait être là-bas que 3 mois dans l'année. C'est-à-dire que donc de décembre à février, ensuite il fait du moins 80. Donc là, le pôle Nord, il fait un peu moins froid, il fait du moins 60, moins 50. Donc là, j'y serai, si Dieu veut, Inch'Allah, au mois de mai pour tenter cette prouesse. Voilà. Inch'Allah, super. Bah, écoute, on suivra avec toi, Inch'Allah, avec beaucoup d'intérêt ce nouvel exploit. Alors, tu disais, pour pouvoir tenir cette distance, c'est 1600 et quelques mètres, 1608 ou 1600, 9109, l'équivalent 1609. du mile, Ok. oui. Donc, ce mile, ça va être plus facile. Alors, ce mile, pour pouvoir faire ce mile, tu disais que tu as entretenu un dialogue avec ton fils. Et ça m'a Ouais. beaucoup intrigué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qu'est-ce que tu as dit à ton fils à ce moment-là? Alors, la vérité, moi, je suis quelqu'un de très pudique pour ce genre de choses, donc Ok, je vais garder ça pour moi parce que c'est mine de rien, je vais vous dévoiler des secrets, mais pas tous les secrets quand ok, même. ok. Mais Alors, Hassan, ça me, je vais te poser je- la question différemment et peut-être que ça te oui, donnera envie d'y répondre. oui, Si tu voulais que ton fils garde une phrase ou une maxime de toi, oui. ça serait laquelle?
Aujourd'hui, la vérité, c'est d'écouter. Je dirais à mon fils d'écouter son cœur et de n'écouter rien d'autre que son cœur, dans le sens où aujourd'hui, euh, moi, j'ai été confronté. Oui, j'ai plein de gens qui me soutiennent et je les remercie, mais j'ai été confronté à plusieurs personnes qui étaient, on va dire, obtus dans le sens où ils avaient leurs paradigmes mentaux qui, pour eux, alors ça leur paraissait impossible. Ils me disaient, mais perds pas ton temps à faire ça, c'est difficile à faire. Par exemple, en l'occurrence, quand j'ai commencé mes défis, quand je voulais rallier les continents à la nage, mais c'est difficile à faire. Et quand ils acceptaient que c'était peut-être possible, ils me disaient, mais c'est difficile à faire en une année, peut-être tu vas devoir le faire sur 5 ans, c'est 5 traversées à faire, que ce soit pour démarcher les sponsors ou que ce soit pour... Non, moi, je me lance dans la piscine, c'est-à-dire dans mon projet. Là, on va faire la métaphore. Je me lance dans ma piscine Mhm. alors que la piscine, elle n'est pas encore remplie d'eau. Mhm. Et pendant que je suis dans ma descente, elle finit par se remplir avec ce karma et cette bonne volonté que tu lances. C'est-à-dire, un exemple concret, moi, quand j'ai fait les 5 continents à la nage, j'ai commencé le défi alors que j'avais pas le budget nécessaire pour le finir, alors qu'il fallait aller sur une petite île du détroit de Bering et louer un hélicoptère et prendre 3 avions pour arriver. C'est un budget. Il faut avoir, t'as une équipe avec toi, tu vas aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que ce soit même mon expédition au pôle Sud. Et je les ai toutes commencées alors que j'avais pas le défi pour le finir. Mais le conseil, c'est commence et le cosmos, c'est les forces de la nature vont faire en sorte de te soutenir. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance en toi et écouter son cœur. Voilà, c'est ce que je dirais à mon fils. Tu m'as rappelé, il y a une citation de Charles Bronson, tu sais, le PDG de Virgin et d'autres compagnies, Oui, Richard Branson, oui. Ouais. et qui disait, il disait en fait, concernant l'entrepreneuriat et les nouveaux projets, eh ben, c'est comme sauter d'un avion sans parachute et de trouver les moyens pour pouvoir construire le parachute durant le vol et de pouvoir Ah le bah c'est mettre ça. durant le C'est, vol. bah, je le rejoins totalement parce que elle me dit quelque chose cette citation, mais à aucun moment on va dire on va se lancer si on n'ose pas en fait. Et aujourd'hui, moi mon leitmotiv c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Et en fait finalement c'est là où je trouve mon plaisir parce que ça aussi c'est les gens ils ont l'impression que la plus grande difficulté que j'ai c'est de nager 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, c'est de nager dans de l'eau froide. Mais en fait, c'est l'endroit où je me retrouve avec moi-même. Et finalement, c'est l'endroit où je suis bien. Quand j'ai traversé le détroit de Gibraltar, j'avais vraiment l'impression de ne pas être sur Terre. J'avais l'impression d'être, pendant les 4 heures que ça a duré, j'avais l'impression d'être dans le ventre de ma mère, en fait. J'étais pas encore né. Et j'ai cette connexion qui est extraordinaire que je recherche continuellement et qui m'aide, en fait, dans ces moments-là. Je vais pas répondre à ta question sur ce que j'ai dit avec mon fils, mais quand j'ai nagé les 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, après 4 heures de nage, il y a un requin qui me tourne autour. Mhm. Et pendant 15 minutes, il m'a tourné autour. Donc j'avais nagé pendant 4 heures. Il me restait encore 4 heures et demie de nage. Et j'ai commencé, bon, bien sûr, à prier. En fait, j'ai vu un Shark Shield, un émetteur d'ondes en train d'émettre des ondes. Et je savais que ce Shark Shield, c'était pour faire fuir un requin que j'avais vu son ombre juste à ma gauche. Et j'ai pas voulu Waouh. regarder parce que, encore une fois, la peur paralyse le corps. Donc moi, j'ai senti quelque chose passer en dessous de moi, mais j'ai pas voulu le voir. Mais je regarde cet engin et je sais que c'est un émetteur d'ondes pour faire fuir le requin. Non. Et tout ce que je fais, c'est respirer du côté droit en regardant les gardes-côtes saoudiens et mon équipe. Et en fait, je prie, mais je pense à tous les messages que m'avaient envoyés mes proches, ma famille, et que j'avais mis en fait dans un MP3 audio la veille, l'avant-veille, que j'avais écouté sans cesse en boucle. C'était une façon pour moi de me concentrer. Et quand c'est arrivé, j'avais pas mon MP3 sur moi, mais je les ai écoutés en boucle en train de me parler, en train de me parler, et j'ai vraiment déconnecté pendant 4h30. Quand j'ai voulu me rendre compte, j'étais à 500 mètres de la côte saoudienne et je suis arrivé à bout. Les gardes-côtes saoudiens m'ont dit qu'il m'a tourné autour pendant un quart d'heure. C'est pas grand-chose sur les 8h30 de nage. Mais il y a ce moment où tu déconnectes. Et certaines personnes ont une facilité ou pas, mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc, il y a des exercices. Tu sais, là, l'eau froide, Mhm. euh, juste avant de nager, moi, j'ai passé 2 heures, j'ai parlé à personne pendant 2 heures. Mhm. J'avais juste donc mon bras droit, donc Soufiane, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui est aussi de la région, qui connaît à qui je lui parlais dans l'oreille pour transmettre les messages qu'il devait dire aux autorités, à la protection civile et aux personnes qui me soutenaient, parce que je pouvais pas perdre mon énergie à discuter, Ok. malgré on va dire les remerciements que j'avais à À toute faire. l'équipe qui Mhm. était Mhm. à faire. Mais ça, je peux le faire par la suite parce qu'on doit vraiment se concentrer. Ma vie est en jeu quand Mhm. même, nager dans de l'eau aussi froide. Et pendant ces 2 heures, j'ai fait de l'ancrage sur le feu de bois que j'avais donc dans la petite maison donc
de la famille qui a bien voulu m'accueillir ces jours-ci, donc lors de ma préparation. Et en fait, j'ai emmagasiné cette chaleur via ce feu, visuellement et via toutes mes sensations corporelles et même les cinq sens, avec l'odorat et on essaye de vraiment de se connecter au cosmos, à la nature. Et c'est ce que je dis moi aujourd'hui. Alors, Euh, c'est magnifique parce que j'ai vu effectivement cette séquence que tu évoques sur l'expérience avec le requin. Alors tu dis c'est pas grand-chose, tu dis 15 minutes c'est pas grand-chose. Dans la vie tout est relatif, je crois que même une minute à côté d'un requin c'est déjà trop. 15 minutes c'est énorme. Et j'ai pensé à une chose, je me suis dit le fait effectivement de ne pas s'être laissé emporter par la peur, c'était aussi un moyen d'éviter de se faire attaquer parce qu'on sait que les animaux, notamment les prédateurs, fonctionnent à l'instinct et vont peut-être davantage détecter, entre guillemets, une proie qui a peur que une proie qui est plutôt, ou un être à côté qui est plutôt confiant et qui n'est pas... To- Totalement, totalement, parce que euh, moi j'ai émis des ondes positives parce que j'avais cette confiance et je suis sûr que c'est pour ça que le requin est parti. Alors que un mois auparavant, je faisais la traversée entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie Mhm. et j'avais pas de bonne onde, je me rappelle très bien et j'ai été piqué par des méduses qui font 1 centimètre et qui ont un équivalent, le venin équivalent au cobra et qui m'ont paralysé parce qu'il y avait un venin dans mon sang que j'ai mis quand même 2 jours à enlever. Et puis, bon, la traversée a été réussie, heureusement, mais au panache, parce que j'ai nagé pendant 36 minutes dans un état second avant qu'on m'emmène à... Mais l'histoire des ondes, voilà, les méduses, elles m'ont piqué parce que je transmettais des ondes pas très agréables, alors que le requin... Je vais te dire quelque chose, Mohsin, et tu Mhm. vas comprendre. Mhm. Euh, dans la vie, quand il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, il faut pas se prendre la tête. Et aujourd'hui, enfin le jour de la traversée, j'étais accompagné par quand même 5 navires des gardes-côtes saoudiens. Il y avait une quarantaine, une cinquantaine de gardes-côtes saoudiens. Waouh. Il y Mhm. avait des hommes grenouilles, il y avait les Shark Shield. Donc moi, je pouvais plus rien faire que de prier et d'émettre des ondes positives. Et dans la vie, lorsque on attend quelque chose qui ne dépend pas de nous, Mhm. on se positionne en victime. Et en fait, en se positionnant en tant que victime, euh, il y a tout un cercle vicieux qui se crée. Donc dans la vie, on ne peut faire que ce qui dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ben, c'est pas en notre, ça dépendra pas de notre bonheur. Mon bonheur à moi, c'est faire ce que je peux faire. Mhm. Et j'aurais été vraiment déçu d'avoir abandonné. Je ne peux pas aller dire c'est bon, je peux pas. Et ça dans toute ma carrière sportive. Je préfère qu'un médecin doive me sortir en me disant pour circonstances vitales, il faut le sortir. Ou comme ce qui s'est passé à l'Ultraman, où le deuxième jour, les médecins ont décidé de m'arrêter après 10 km de natation et 150 km de vélo le premier jour et une centaine de kilomètres le deuxième jour. Ils m'ont laissé reprendre le départ le dernier jour pour les 84 que de dire je vais abandonner. Voilà, ça c'est Mhm. quelque chose que je peux pas vivre avec le Si, regret. Voilà, si je dois reformuler ce que tu dis, c'est oui, que toi, tu fais le taf, tu fais ton taf, tu fais ton truc à faire. Là, par exemple, tu prends l'exemple au bord des côtes saoudiennes. Les conditions étaient là. Il y avait des cartes-côtes, il y avait des hommes grenouilles, etc. Donc les conditions étaient là. Et toi, c'est tu ça. fais ton taf. Après, les choses qui sont plus fortes que toi ou qui te dépassent, tu peux pas les calculer. Donc tu vas pas te focaliser sur ça, tu vas plutôt te focaliser sur toi, ce que tu as à faire et toi, ce que tu as à entreprendre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est totalement ça, parce Mm. que les choses ne dépendent pas de moi, mais surtout, tout ce qui dépendait de moi, c'était de faire un mouvement de bras après l'autre, mais plus que ça, moi, c'est Mhm, plus que de faire un mouvement de bras après l'autre, mhm, ce que je devais faire, c'était prendre plaisir. Et cette notion de plaisir, je veux t'en parler, parce que pour moi, elle est très importante et c'est un message que je transmets toujours dans mes team building et autres. mhm. J'aime beaucoup, moi, la différenciation entre le scopos et le telos, entre le but et la finalité. Ok. C'est un but par définition, quand il est atteint, c'est plus un but et tu veux un autre but. Et moi, j'ai vécu ça. Tu sais, je fais un marathon, ben c'est bon, plus de marathon. Maintenant, tu veux faire un Ironman. L'Ironman c'est fini. Tu veux faire un Ultraman, tu vois. Et alors que tu es constamment en train de courir derrière quelque chose qui va disparaître, c'est le but. Alors que si dans toute ta vie, tu essayes de chercher une finalité, c'est-à-dire d'être euh, un exemple concret, c'est un coureur de 400 mètres. Son objectif, son but, je veux dire, c'est d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. Mais Mhm, une fois qu'il est arrivé à la ligne, voilà. Sa finalité devrait être courir plus vite que ce qu'il courait il y a une seconde et courir plus vite que ce qu'il courait il y a une seconde. Et en fait, il sera dans l'instant présent et il profitera et il sera sans pression. Et aujourd'hui, moi, je dois faire un mouvement de bras après l'autre et être dans cette notion de prendre plaisir. Parce que si je prends pas plaisir, ça sert à rien en fait que je fasse tout ce que je fais. mhm.
Ok. Voilà. Alors, tu abordes des thèmes hyper importants qui peuvent servir dans tous les volets de la vie, pas uniquement en sport, dans Exactement. des environnements professionnels, personnels et autres. Tu as évoqué cette notion d'ancrage mental. J'aime bien cette image-là que tu évoques du feu de la famille dans laquelle tu étais. Et donc, c'est un moyen qui t'aidait pour pouvoir conserver une chaleur interne dans ton corps. Et C'est le ça. deuxième, c'est cette notion de temps présent. Alors, c'est des choses que tu arrives à faire. Peut-être que toi, tu t'es challengé. Donc, dans ta situation, c'est vraiment, il faut faire ces choses-là parce que ce sont des éléments qui sont essentiels. C'est Euh, ça. Parfois, il est difficile d'acquérir ces compétences-là et de pouvoir se les appliquer. Est-ce que tu as des recommandations? Par exemple, si on prend la notion de visualisation, comme tu as utilisé le feu, est-ce que tu peux donner une similitude, une analogie, pardon, avec la vie de tous les jours de quelqu'un qui rencontrerait une difficulté ou qu'il ait quelque chose d'important pour lui dans sa vie à faire? Comment il pourrait utiliser ce type de visualisation qui pourrait l'aider à avancer? Bah, alors, je vais te donner un autre exemple pour répondre à ta question. Mhm. Moi, lorsque j'ai lancé le défi des continents à la nage, je savais que j'allais me confronter à un requin. Donc, j'avais imprimé des photos de requins que j'avais je me rappelle le miroir de ma salle de bain. J'avais des photos de méduses, j'avais des photos donc de glacés parce que j'avais nagé en Alaska. Et ça, pendant 6 à 8 mois, tous les matins, je voyais ça. Et j'avais l'impression que j'aurais pu. Je me disais, tiens, tu vas te confronter avec eux. Mhm. Donc, en fait, euh, tu regardes ça dans ta tête et le jour où ça arrive, tu l'as vécu une centaine de fois. Mhm. Donc, en fait, ton corps, et je vais faire après l'analogie, Mhm. ton corps, il réagit. Tu apprends les choses par corps et Mhm. non par cœur, en fait. Tu vois, c'est l'exemple quand on conduit une voiture, eh ben, tu passes ta vitesse sans te dire, il faut que je passe ma vitesse. Ça devient un automatisme. Et aujourd'hui, je suis par exemple un étudiant qui a un examen à la fin de l'année. Si tous les jours, on va dire, je me mets en situation ne serait-ce que 5-10 minutes, je ferme les yeux et je me dis, je suis devant ma feuille d'examen, je connais peut-être pas la question, mais j'essaye d'y répondre et j'essaye de sentir avec mes 5 sens qu'est-ce qui se passe autour de moi, et le rayon de soleil qui touche mon front pendant que je réponds. Et ben le jour où ça va arriver, ton corps, il va se dire, il va se sentir dans un environnement protégé parce qu'il connaît ça, c'est pas une nouveauté. Les Mhm. joueurs de tennis, Rafael Nadal avant de jouer, c'est le toc qu'il a de changer, de toucher sa bouteille d'eau et la tourner à 90 degrés au lieu de 45 degrés et de mettre sa banane de cette façon ou une autre. C'est juste pour se dire, c'est mes automatismes, c'est mes repères et pas dans n'importe quel terrain de tennis où je suis dans le monde, c'est chez moi. Mhm. Et donc, il crée une zone de confort. Mhm. Et c'est ce que je veux transmettre aux gens. Donc, s'ils ont quelque chose à obtenir dans leur vie, il faut qu'ils se mettent en condition pour se concentrer à le réussir. Et pour se concentrer à le réussir, il ne faut pas qu'ils fassent attention aux détails et donc à l'entourage. Mhm. C'est chez eux et ils ne doivent se concentrer que sur l'action. Mhm. Parce que c'est- Et en fait, on peut rappeler aussi que les scientifiques et les gens qui s'intéressent aux neurosciences disent que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et donc, Totalement. toi, en reprenant ton exemple, le fait de mettre des requins, des méduses devant ton miroir et que tu vois tous les jours, et donc Oui, pour ton cerveau, c'est comme si il a été confronté au réel. Alors, peut-être pas la même totalement. intensité, mais il les voit et donc. L'inconscient le retient. Et même mon premier Ironman que j'ai couru, je me rappelle, j'avais écrit même en grand pendant une année le timing que je comptais faire. Finalement, j'ai fait moins. Magnifique. Mais c'est important de fixer un objectif. On connaît bien la citation de Schopenhauer qui dit: il n'y a pas de vent favorable à un marin qui ne sait à quel port se diriger. Mhm. Donc c'est très important. Sinon, je vais mettre de l'énergie dans tous les sens. Je vais perdre mon énergie. Alors que si je me fixe un objectif, et ben je concentre toute mon énergie pour y arriver. Mhm. Euh, alors, concernant cette notion de visualisation, j'avais croisé une pratique intéressante. C'était celle du vision board. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Ok, L'idée, c'est de se créer un tableau, donc un board, oui, que ok, tu places, par exemple, je ne sais pas, dans ton bureau en tout cas sur un mur que tu as l'habitude de voir. Et oui, sur ce board, tu vas accrocher des éléments que tu as envie d'atteindre. Je sais pas,
ça peut être une maison que tu rêves d'acheter, ou peut-être Un une emploi. voiture que tu rêves Ouais, d'accord. d'acheter, ou quelque chose, euh, quelque chose qui symbolise ce que tu as envie de devenir dans quelque temps, peut-être un écrivain, peut-être un artiste, etc. Et le fait d'avoir ce vision board et donc d'habituer son cerveau à voir ces images-là, c'est comme ce que tu as fait, cette pratique-là, c'est de s'habituer à être dans cet état-là et s'habituer d'être à ce niveau-là. Et Euh, donc, on le vit plus naturellement. On n'a pas dit que l'angoisse dit elle non, c'est pas possible. Non, Mais non, oui, il faut nager. sortir les choses. Hmm. Tu sais, il faut pas les garder les choses pour soi et même les dire. Là, tu parles de visuel, donc là, tu commences à y croire parce que tu le vois, mais il faut même les dire. Moi, je me rappelle très bien, j'ai dit aux gens et de mon entourage, et j'ai annoncé aux médias que j'allais rallier les continents de la nage, alors que j'avais pas encore, je te dis, le sponsoring pour le faire et j'avais pas finalisé mon entraînement, mais j'y crois parce qu'il n'y a pas plus important pour moi que la parole. Et j'ai dit que j'allais essayer de le faire, donc je vais le faire. Donc il faut que je me donne les moyens pour le faire. Alors que si tu dis, tu ne sors pas les choses, tu les gardes en toi, euh, toi-même, tu y crois pas. Alors, or, je t'ai dit tout à l'heure que pour réussir, la première personne qui doit y croire, c'est toi. Hmm. Et je vais te dire quelque chose. Mhm. Moi, aujourd'hui, je fais les choses pour moi. Et Hmm. là, je te le dis, les gens peuvent penser que je suis égoïste ou pas, mais je te dis, si tu fais pas les choses pour toi, tu peux pas les réussir. Donc, je l'ai fait pour moi. Et parce que je l'ai réussi pour moi, je associe toutes les autres choses que je veux, c'est-à-dire le côté environnemental. Moi, tous mes défis, je les ai faits. Donc, avec le côté environnemental, on a nettoyé les plages avec les enfants, les littorales en Alaska, en Indonésie, en Turquie. Ici au Maroc, je collabore avec la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Je remercie la confiance de son Altesse Royale, la princesse El Hasna, Mhm. avec qui j'ai fait mes défis sous sa présidence d'honneur. Je fais aussi, on a planté des arbres avec des enfants en Chili, en Australie. Donc, il y a ce côté-là. Je fais aussi ça parce que j'ai envie, toujours d'inscrire le nom du Maroc dans le cercle très fermé des sportifs à avoir fait tel ou tel défi. Mhm. Donc, il y a ces trois axes-là. Mhm. Mais si je faisais pas les choses pour moi, on les réussirait pas. Mhm. Parce qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir donner et faire les choses avec les autres. Ça, Mhm. c'est primordial. Alors, ton dernier exploit sportif a été enregistré hein, par la fédération de l'ice swimming. J'ai fait La un, International Ice Swimming Association, ouais, c'est Et ça. ça fait plaisir de voir le drapeau du Maroc et de voir un Marocain dessus. J'y ai fait un tour hier et ça fait plaisir. Donc, ils ont mis Merci, toutes les infos qui sont liées à ton exploit et ils c'est t'ont ça. même réservé une page avec des photos de l'endroit, avec les conditions, etc. C'est très chouette. Je trouvais aussi Oui, qu'ils étaient bien organisés. Ça fait plaisir. Si Hassan, tu as évoqué une notion qui est importante, et moi, ces derniers temps, j'ai été confronté à ça ces dernières semaines. Tu sais, c'est le fait de vivre plus dans l'instant présent. Et notamment avec ce qui s'est passé l'année dernière, avec cette histoire de Covid, etc., ça nous a tous fait flipper. Et par moments, tu sais, on est dans un moment où on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, on est vraiment bien, on est en sécurité, on est avec sa famille, on manque de rien. Et pourtant, on va être angoissé, stressé, parce qu'on va penser au futur, on va commencer à extrapoler, etc. Comment tu arrives, toi, à être dans le moment présent, dans l'instant présent? J'ai trouvé que tu le décrivais bien. Tu parlais d'un coup de bras après l'autre. Alors, j'en parle, et même si je me positionne en tant que coach quand je fais donc mes team building et conférences, c'est pas facile à appliquer toujours. Hein. C'est pas, même si je le dis moi-même, hein. C'est vrai que j'ai une facilité à l'appliquer lorsque je suis en plein défi, en plein challenge ou quand je m'entraîne, parce qu'on est dans le flow. Ce qu'on appelle le flow, c'est vraiment, pour les gens qui l'ont vécu, c'est vraiment quelque chose de magique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait presque 3 fois le tour du monde avec tous mes défis sportifs. Et j'aime beaucoup l'adage qui dit qu'il n'y a pas plus grand voyageur que celui qui fait une seule fois le tour de soi-même. Et je suis constamment à la recherche de ça, en fait, de m'écouter. Euh, Quand j'ai été piqué par les méduses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je savais que je pouvais nager 36 minutes de plus dans un état second parce que je connaissais mon corps et je savais que le corps, il a une marge de manœuvre entre le moment où il tire la sonnette d'alarme en te disant attention, il y a un danger et le moment où il s'écroule. Et si tu sais jouer avec cette marge, ça te permet d'arriver en fait à tes objectifs. Pour moi, la différence entre un sportif, dans le ski par exemple, un bon skieur et un champion, c'est celui qui va pas avoir, qui va pouvoir côtoyer avec cette marge de tomber ou pas tomber, se faire mal ou pas se faire mal.
C'est ce qui va faire la différence. Il peut être un très bon skieur, mais le champion, c'est celui qui va aller titiller cette marge-là. Mais il ne peut aller la titiller que s'il se connaît lui-même intérieurement, il connaît comment ses muscles vont réagir, comment ses sensations. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je recherche. Je cherche à me connaître parce que je cherche l'excellence, en toute humilité, je te dis ça, je cherche l'excellence au quotidien pour être bien avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de me réveiller en me disant, je suis mieux qu'hier. Et demain, me dire, j'ai été mieux qu'aujourd'hui. Et c'est ma satisfaction aujourd'hui. C'est, on va dire, tu sais, c'est comme le halawa diali, c'est mon dada. J'aime les défis. Et pour moi, le défi quotidien d'être en lutte avec soi-même, mentalement, c'est mon défi. C'est ce qui me permet un peu de m'évader un peu de cette situation où on peut être oppressé. Mais finalement, on voit bien les grands de ce monde, Nelson Mandela et autres, qui ont passé plus de 20 ans en cellule. Ils ont réussi à se connecter avec eux-mêmes. Et aujourd'hui, il y a l'aspect matériel dans le sens physique, on est là. Mais moi, je crois vraiment dans la citation de Lavoisier, en physique, qui te dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et pour moi, étant croyant, je sais que l'énergie, on est toujours là. Voilà. Moi, je ressens la présence de mes aïeux et je ressens leur soutien et donc j'essaie juste de donner le maximum donc Alors, à ce monde. des exploits sportifs comme ceux-là, est-ce qu'ils aident à augmenter sa foi? Est-ce qu'ils aident à s'élever spirituellement? Totalement, totalement. Moi, c'est-à-dire que totalement. Moi, j'ai décrit ça dans le livre quand je te parle du requin et que là, je viens de te dire 4h30 sans me rendre compte. J'ai littéralement senti une main me porter parce que j'ai quand même 8h30 de nage, 7500 calories de brûlées. 7500 calories de brûlées et Waouh! impossible d'en consommer aucune. L'eau était salée, l'eau de la mer Rouge est hyper salée. J'ai les bateaux de garde-côte autour de moi avec l'huile des moteurs qui font que ça me donne la nausée. Et ma coach, elle essayait de me donner les meilleurs ravitaillements et ça sortait. Je m'excuse, mais tout sortait. Waouh! Donc, Waouh! j'ai rien mangé pendant 8h30. Donc, j'ai brûlé 7500. Et donc, avec le requin, avec tout ça, s'il n'y avait pas cette main que j'ai senti me porter des eaux territoriales saoudiennes jusqu'à la côte, j'aurais pas pu y aller. Donc, je te dis, tu ressens ça et alhamdoulilah, 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 c'est tout ce Alhamdulillah, que je peux dire. alhamdulillah. Voilà. Magnifique. Quel est l'exploit sportif le plus difficile que tu as eu à entreprendre? Quel a été Ah pour toi? bah celui-là, sans aucun doute, ce dernier, les gens ils ont l'impression que 34 minutes, comparé aux 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, Ouais, eh ben non. Ou l'Ultraman qui a duré quand même 3 jours, 10 km de natation, 420 de vélo, 421 et 84 de eh ben c'était 3 jours, mais c'était beaucoup moins difficile que les 34 minutes que j'ai fait face à ici maintenant ah à ouais. l'eau glacée avec le même Azekza. Mhm, Parce que c'est pas 34 minutes mhm, le défi. mhm, C'est les 2 heures de concentration avant, mhm, c'est les 34 minutes de nage et c'est les 2 heures après pour récupérer ta température corporelle. mhm. Là, c'était ma vie qui était en jeu. C'était la préparation de la veille, de devoir ouvrir le chemin. Et tout ça, c'est du cardio. Hein. On marche dans la neige. La neige arrive jusqu'aux genoux. Donc, pour aller de la maison de la famille où j'étais jusqu'au Jusqu'au lac. l'endroit Mhm, jusqu'au lac, mhm. il y a quand même un kilomètre quand même. Donc Ah ouais. lorsque les jours auparavant, j'ai dû les marcher le Mhm, kilomètre. Le jour de la nage, on a fait venir donc un chasse-neige pour ouvrir et je n'ai dû marcher que 100 mètres, mais c'était marche 100 mètres dans de la neige après avoir nagé 34 minutes dans de l'eau glacée. C'est ce qu'on voit pas en fait. Et le mhm. cœur, il est monté, je te dis, jusqu'au ciel. Waouh. C'est pour moi le plus difficile. Mais Donc, moi, ce j'ai qui vu. m'attend au pôle Nord, ça va être un peu encore plus rock'n'roll. Voilà. Moi, je voyais juste tes entraînements, c'était déjà des exploits parce que tu es parti progressivement. Tu as fait, je crois, 400 mètres, ensuite tu as fait deux fois 500, ouais. 500 mètres, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, Après 300 1000. mètres, 500 mètres. Ouais, Moi, c'est je ça. voyais juste ça, je me disais, c'est bon, juste le premier entraînement était suffisant pour. Ok. D'accord. Et quel est l'exploit dont tu es le plus fier? Alors, l'exploit dont je suis le plus fier, euh, si tu me parles de ces exploits sportifs, ça restera sans aucun doute le ralliement du continent à la nage parce que c'était quand même assez fort comme symbole de unir. Si un homme pouvait aller entre un pays et un autre, entre un continent et un autre, ça voulait dire qu'on était tous des frères. Et c'est vrai qu'on ressent que les gens d'un côté ou de l'autre de mes traversées, ben, ils aiment pareil, ils mangent pareil, ils discutent pareil, ils ressentent les mêmes choses.
il y avait ça. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est vraiment les événements que l'on a pu organiser avec Faylouz ici au Maroc, qui sont le Bean Swim Run et l'ice swimming, où j'apporte, on va dire, ce que moi je ressens donc aux coureurs ici au Maroc et aux nageurs au Maroc, où je peux juste essayer de leur faire vivre ce que j'ai vécu, mais à aussi le vivre à leur façon. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter mon grain de sable à l'édifice du développement du sport au Maroc. C'est la chose dont je suis le plus fier et j'ai envie d'œuvrer dans ça. Donc c'est ma fierté aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour où je partirai, j'ai pas envie qu'on se dise Hassan a été le sportif qui a fait ci, Hassan a été le sportif qui a fait ça. J'aimerais qu'on dise Hassan nous a permis de découvrir ce sport ou telle chose qui nous a permis d'être heureux ou d'être satisfait. Et pareil pour mon fils. Je voudrais pas qu'il dise mon père a été le premier Marocain à m'avoir fait ci, mon premier Marocain à m'avoir fait ça. Je veux que mon fils dise mon père était celui qui jouait avec moi, qui était heureux, qui avait cette joie de vivre, qui me transmettait à chaque instant. C'est tout ce que je veux qu'on retienne de moi. Voilà. Alors il y a des choses qu'on voit pas forcément. Tu sais, on voit le résultat, donc on va voir la perf, etc. Mais il y a des éléments qu'on voit pas, notamment quand tu as démarré, quand tu as pensé à ton premier exploit. Tu parles tout de suite et dans tes premières vidéos d'une équipe, d'un coach, etc., d'un staff. Donc c'est quelque chose qui demande des moyens. Comment tu t'y es pris pour pouvoir avoir ton premier budget, pour pouvoir te lancer? Et alors, c'est très important que tu dises ça. Moi, bon, heureusement, j'ai un background aussi quand même dans la communication, dans le marketing. J'ai fait un master de gestion sportive. Et donc, la première des choses, même si tu as envie de faire un défi, ça peut être le plus beau des défis. Si tu communiques pas dessus, c'est difficile de le matérialiser. Et surtout, pour avoir tes sponsors, il faut le marketer. C'est-à-dire que tu peux avoir la cause la plus noble au monde. Mhm. Si tu ne sais pas, on va dire, montrer aux personnes qui vont te soutenir qu'est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent, on va dire, pas en gagner, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, on va dire, aussi pour leur branding et pour leur image, etc. Mhm. Ben, ils te soutiendront pas, ça doit rentrer dans leur. Donc moi, j'ai fait un choix, mais par déontologie, de partir sur la protection de l'environnement parce que moi, depuis tout petit, quand quelqu'un jetait un papier par terre, je lui disais, t'as fait tomber ça. Et je fais constamment, même maintenant avec gentillesse et politesse, je le fais parce que si je ne peux changer le monde jusqu'autour de moi, juste Ouais, deux, trois personnes, c'est que comme ça qu'on changera le monde. On peut pas changer le monde. Et, ouais. euh, Mhm. et donc, je suis parti sur cet axe-là. Donc oui, tous mes défis sportifs, pour les matérialiser, je fais le côté environnemental parce que j'y crois, mais aussi je vais essayer de montrer aux sponsors comment ça peut rentrer dans sa stratégie RSE ou rentrer, mais de lui montrer concrètement, que ce soit avec des vidéos que je vais faire ou que ce soit avec une presse vraiment spécifique à ce sponsor, pour qu'il puisse m'accompagner. Il faut que je lui montre, on va dire, pas la carotte, mais il faut que je lui montre Son comment on intérêt, peut. l'intérêt C'est pour exact. lui. Ouais. Totalement, Mhm. totalement. Et si ça rentre pas dans cette dynamique-là, je vais pas aller le solliciter. Parce Mhm. que moi, je cherche pas à avoir un partenaire à tout prix. Je veux vraiment que ça rentre dans ce cadre-là. Mais il faut le marketer. Donc, pour mon premier défi, Mhm. d'abord, je markete le projet, je cherche les sponsors, mais pour les avoir, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut avoir du soutien. Donc, en l'occurrence, il y avait donc le ministère des Affaires étrangères qui m'a soutenu, l'Office du tourisme, bien entendu le soutien de la Fondation. Et en fait, plus tu as des gens qui te soutiennent, plus tu donnes de l'importance, on va dire, à ton projet, et plus les gens sont aptes à t'écouter. Parce que malheureusement, au début, quand tu viens avec ton projet, mais avec la bonne volonté, tu es tout seul, on va dire. Il y a une belle image que j'aime, Mohsin, Mhm. on va dire, un banc de poissons qui se transforme en une grande baleine et qui mange un requin. Voilà. Ouais, 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 Enfin, tout entre à fait. guillemets. Mhm. Voilà. J'ai déjà vu, Et, ouais. Mhm. et donc voilà, alors que finalement, c'est tout seul en petit poisson, tu peux rien faire. Mais si on vient à plusieurs et que on voit qu'il y a un soutien derrière toi, c'est comme ça que tu peux réaliser les choses. Et donc, du coup, il y avait une vraie organisation derrière, avec Ah, un dossier, totalement. avec un business plan, etc. Ou ça va Oui, jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? bien entendu, moi Mhm. j'ai quand même passé une année à préparer tout ça, le business plan, les autorisations. Tu sais, quand je nage entre les pays, je suis censé tamponner mon passeport. Moi, il y a un douanier égyptien qui est venu jusqu'à mon hôtel avant ma nage. Il m'a tamponné mon passeport.
Et quand j'ai fait 8h30 de nage et que je suis arrivé en Arabie Saoudite, j'ai fait 250 km de voiture pour aller à l'aéroport le plus proche pour me tamponner mon passeport. Ça, on ne le Waouh. voit pas. Il Hmm, faut demander l'autorisation. Je suis hmm, allé en Russie quand même 3 mois avant pour aller voir le ministère des Affaires étrangères russe là-bas pour pouvoir demander l'autorisation. Les ambassades se sont mobilisées dans tous les pays, que ce soit les marocaines, mais aussi les ambassades des pays étrangers ici au Maroc. Donc, il y a le volet budgétaire à obtenir, il y a le volet autorisation à obtenir, il y a le volet logistique. Comme je te dis, la petite Diomède aux États-Unis, c'est 100 habitants, t'as que ces 4 familles qui habitent là-bas. Comment tu vas atterrir? Ben, 3 avions, un hélicoptère que j'ai dû louer pour me déposer. C'est toute une logistique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour y arriver, donc encore une fois, j'ai dû aller avec les gardes-côtes indonésiens qui m'ont emmené jusqu'à la frontière où j'ai dû aller en face du village de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai pas pu m'approcher à 1 kilomètre de la côte parce que 2 jours auparavant, il y avait donc il y avait il y avait un feu croisé waouh. parce qu'il y a un groupe indépendantiste là-bas, donc les gardes-côtes indonésiens qui m'escortaient, ils avaient des mitraillettes. Voilà, j'ai passé des contrôles, des checkpoints dans le Sinaï avec des tanks. Et tout ça, il fallait le préparer. Et il fallait convaincre les autorités de nous laisser faire la traversée, quoi. Hmm. C'était une année de paperasse, hein. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour toi parce que, voilà, on va dire, tu as fait tes preuves et donc tu es beaucoup plus crédible qu'à tes débuts. Au départ, comment ça se passait? Est-ce que les portes s'ouvraient? Est-ce que les gens t'accueillaient? Les gens étaient à l'écoute ou ça se passait Alors, comment? la vérité, j'ai été accueilli, c'est vrai. La vérité, j'ai tapé à 200 portes, je me rappelle, la première année. Ouais, 200 portes facilement et j'ai eu 6, 8 partenaires. Au début, j'ai eu 2 partenaires pour la traversée de Gibraltar. Et ensuite, pour les ralliements des continents, j'en ai entre 6 et 8. Mais pour avoir les 6 ou 8, je t'ai dit, je suis allé taper à 200 portes. Et je mâche pas mes mots quand je dis ça, hein. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a des gens qui te reçoivent Mhm. parce que c'est bien pour eux de dire qu'ils ont reçu un jeune avec un projet, mais ils y croient pas. Ils y croient pas. Et tout se joue, on va dire, sur la personne que tu vas rencontrer. Si cette personne est ouverte d'esprit et en fait, elle va voir que, tu sais, c'est comme quand tu déposes un CV Ouais. Hmm. pour un emploi. Tu déposes un CV pour un emploi. Cette personne, elle va juste analyser tes dernières compétences académiques ou professionnelles. Elle va se dire, mais elle va pas valoriser le fait que tu as été peut-être capitaine de l'équipe de foot de Ouais. ton lycée ou autre. Ouais. Et en fait, il y a d'autres personnes qui vont voir entre les lignes et qui vont se dire, celui-là, c'est que il sait ce que c'est l'esprit d'équipe, c'est qu'il sait parler, il sait motiver ses équipes, et donc il va peut-être motiver mes collaborateurs, Hmm. et on va lui donner cette vision un peu anglo-saxonne. Hmm. Je l'ai retrouvé vraiment sur, sur peut-être d'une dizaine de personnes au Maroc que j'ai côtoyées, Mhm. mais qui ont été des mentors, qui m'ont soutenu, et c'est grâce à eux, Mhm. je le reconnais, que j'ai pu avoir des portes ouvertes. Mais tout est une question d'hommes et de femmes. Ok. Donc il faut, Voilà. il faut qu'il y ait un fit et il faut trouver cette personne qui va être capable de lire entre les lignes et d'aller d'au-delà du standard, quoi, des choses classiques, le CV, le diplôme, tes Mais expériences. malheureusement, il y a plein d'entreprises au Maroc, et la vérité, il y a plein d'entreprises. On a de superbes entreprises, mais il y en a d'autres aussi on fonctionne vraiment très. Ben, la seule personne qui prendra la décision, c'est le numéro un. Donc, si tu fais pas déposer, si le dossier n'arrive pas au numéro un, c'est difficile. Et donc, il y a ce côté qui est un peu difficile parce que, comme je te dis, on a un esprit trop suiveur. Ouais. Et ça, j'aime vraiment bousculer. Là, je le dis parce que j'aime bousculer ces mentalités. Hmm, On attend que ça marche ailleurs pour faire ça chez nous. hmm, On ne prend pas l'initiative. Donc, c'est pour ça que je collabore aussi avec Injaz El Maghrib sur le développement de l'esprit d'entrepreneuriat donc chez les jeunes, parce que je trouve que c'est très important que les jeunes aient cette ouverture d'esprit mhm. en se disant je vais entreprendre. Alors que chez nous, on attend que ça se fasse ailleurs, à l'étranger, pour le faire, ou j'attends que telle société me soutienne. Et c'était le cas. Moi, c'est Mhm, aujourd'hui, quand je commence à avoir un premier partenaire, mhm. les autres suivent. Ouais. Mais le plus difficile, c'est d'ouvrir la brèche C'est et de ça. faire. Voilà, voilà. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi actuellement en dehors des exploits sportifs? C'est quoi une journée type chez toi? Quelles sont un petit peu tes activités en dehors de... euh, Alors, alors là, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai diminué
le temps d'entraînement. Avant, je m'entraînais 4 heures de natation par jour et 1 heure de renforcement musculaire. Ça me faisait 5 heures. Et ben, la sieste est importante parce que le repos fait partie intégrante d'entraînement. Maintenant, je suis à 2 heures seulement par jour où Ok. je fais donc du renforcement musculaire et 1 heure et demie de natation. Et puis, il y a le volet professionnel. Donc, moi, pendant les 2 dernières années, j'ai représenté une multinationale You First Sport qui est dans le top 20 des agences mondiales dans le marketing sportif. Ok. Et donc, je les ai représentés. Il y avait pas mal de boulot, donc que ce soit pour le développement des activités sportives, dans le marketing digital, toujours dans le domaine du sport, la représentation de joueurs de foot et de basket. Et là, je suis aussi plus je suis donc avec une entreprise suisse à Outdooria aussi dans l'événementiel sportif, mais aussi donc le recrutement aussi dans le domaine sportif. Ok. Mais là, on est plus dans le digital à cause de la crise sanitaire, donc on organise des événements dans le digital. Et j'aime beaucoup aussi les e-sports. Donc aujourd'hui, il y a ce côté professionnel avec lequel je jongle. Mhm. Et aussi, le plus important aussi pour moi, c'est ce qui me donne ma source de motivation, c'est mon côté familial. Donc, il est important pour moi, essentiel, de passer des moments avec mon fils et de pouvoir. C'est ce qui me permet d'être efficace dans les autres volets. Tu sais, il faut irriguer toutes les plantes de sa maison. Ouais, Voilà, que c'est ce sûr, soit. c'est sûr. Ton garçon, il a quel âge? Là, il va avoir bientôt 4 ans, donc il a 3 ans 4 ans. et demi. Tabarakallah. Voilà. Hmm. Allah Allah يبارك فيك, يصلحه. merci. Et donc, Amin. durant l'année, tu vis entre l'Europe, le Maroc, comment ça se C'est passe? ça, oui, c'est Mhm. ça. Donc, je suis à cheval donc, entre quasiment 4 pays, là, la Suisse, la France, l'Espagne et le Maroc. Donc, euh, mais principalement, je m'entraîne beaucoup ici au Maroc et je suis souvent au Maroc. Et là, en l'occurrence, en Savoie, vraiment entre la Suisse et la France. Voilà, donc vraiment. Là-bas aussi, sont des lacs merveilleux et Ah magiques ouais, dans lesquels. Et tu sais, non. là, avec l'imam Azegza, là, j'ai bien aimé dans le JT, ils ont lancé en disant, on dirait la Suisse, mais c'est le Maroc. Et c'est vrai, en fait, on a des paysages qui ressemblent vraiment extraordinairement à la Suisse, quoi. Magnifique. Alors, je sais que tu organisais des séminaires et donc tu intervenais dans le cadre de team building, etc. Est-ce que tu maintiens ce type d'activité ou pas? Est-ce que tu as un calendrier? Je sais pas, des gens. Est-ce que tu fais par exemple, tu organises des entraînements communs ou des Alors, choses. alors, oui, enfin oui, c'est-à-dire sur ces 5 dernières années, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de plusieurs entreprises qui ont bien voulu donc, que je motive leurs collaborateurs via donc le coaching que je fais. Donc j'en ai fait plus d'une centaine quand même au Canada, aux États-Unis, en France, en Espagne et au Maroc. Mhm. Oui, je continue sur ça. Maintenant, la crise sanitaire ne le permet pas de le faire Ouais. comme avant. Mhm. Mais aujourd'hui, donc, on organise, comme je t'ai dit, avec Fayrouz, on organise des retraites de bien-être où on fait de l'ice swimming, on fait du yoga et on fait aussi donc de tout ce qui est trail. Mais encore une fois, je suis plus dans l'échange de la découverte de soi, de nos sensations qu'on peut transposer à n'importe quel domaine de la vie. Et, euh, je coach aussi à distance des sportifs amateurs qui souhaitent accomplir leur objectif, que ce soit un marathon, un Ironman ou que ce soit tout type de défi. Je les remercie pour leur confiance. Malheureusement, mon temps étant vraiment pris, je fais ça avec une dizaine de personnes par an. J'arrive pas Sympa. à faire. Voilà. Donc c'est quoi? Tu les aides à planifier leur entraînement? C'est ça. Mhm. Moi, en fait, que ce soit en tant que sportif, mais surtout en 2015, j'ai pris une année où je me suis formé. J'ai des diplômes, que ce soit en nutrition sportive ou que ce soit aussi en personal trainer. Je suis coach aussi de la Fédération espagnole de natation. J'ai eu un diplôme avec eux. Donc, je les coach, que ce soit pour la planification, pour qu'ils arrivent dans le jour J de façon optimale dans leurs conditions pour pouvoir finaliser. Donc, il y a un accompagnement, que ce soit dans la diététique, mais aussi dans la préparation, et que ce soit mental, mais surtout physique, pour qu'ils puissent. Parce que les gens aussi ils ont tendance à tomber en surentraînement. Et finalement, moi je l'ai vécu aussi le burn-out sportif où j'avais un défi en juillet. Je me rappelle mon deuxième triathlon Ironman, c'était en juillet. Et, euh, et je voulais faire mieux que mon premier triathlon Ironman. Et Mhm. malheureusement, 3 mois auparavant, j'ai fait un Alpha Ironman où j'ai fait la meilleure perf possible. Et en fait, je m'étais trompé. Mon objectif, c'était pas l'Alpha Ironman, c'était Mhm. un intermédiaire. Et je suis arrivé vraiment, j'ai été en burn-out, j'ai pas pu faire d'exercice pendant 1 mois ou deux. Je Waouh. pouvais même pas me lever
pour aller éteindre, on va dire, la lumière de la chambre pour m'endormir, tellement des fois j'étais fatigué. Waouh. Et en fait, on sous-estime ce burn-out. Et mon idée, c'est de les accompagner professionnellement grâce à mes diplômes, mais surtout grâce à mon expérience. Parce que finalement, en espagnol, il y a un adage qui dit El diablo sabe más por viejo que por sabio. Ils disent que le diable, c'est plus par vieillesse, on va dire, que par sagesse. Ok. Donc, ça veut dire que par expérience. Ok. Et finalement, c'est ça. C'est important de transmettre. Finalement, aujourd'hui, si je transmets pas, ben ça meurt avec moi et autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Le savoir, c'est la seule chose qui se multiplie, non? Exact. Plutôt que. Tout à fait, Voilà. exactement. Euh, si Hassan, dans ta vie, quels ont été les personnages qui t'ont le plus inspiré? Ou actuellement, quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? Alors, dans les sportifs, moi, ça reste Rafael Nadal, le joueur de tennis, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur de tennis. On peut parler d'élégance, toujours c'est le même débat de Federer ou de peut-être, mais Nadal, c'est le seul joueur qui a une force mentale, mais enfin, c'est extraordinaire. C'est le seul joueur aujourd'hui qui peut perdre 2 sets et 5 jeux à zéro, et je peux miser sur lui comme quoi il peut remonter le terrain. Pourquoi? Enfin, remonter le match, parce que il joue chaque balle comme si c'était la dernière, comme si c'était la seule balle. Et il y a cette force mentale. Donc moi, je préconise un sportif qui fait preuve d'abnégation Mhm. et de travail, plutôt que quelqu'un qui va se reposer sur ses lauriers à cause du talent, enfin, ou grâce à son talent. Et donc il y a Rafael Nadal, moi aujourd'hui Ok. Mhm. c'est indéniable. Mhm. Et je citais tout à l'heure Mandela parce qu'il y a vraiment ce côté de pardon qui est important pour moi aujourd'hui parce que celui qui pardonne, c'est celui qui vit en paix et en liberté. Mhm. C'est pas parce que j'ai passé 20 ans en prison à cause de quelqu'un en sortant, je vais vouloir me venger. Mhm. Et Mandela représente vraiment cela. Et pour moi, c'est important cette gratitude envers la vie et de se dire, moi, je fais le bien à la vie, même si cette personne-là, elle me le rend pas, Mhm. le karma me le rendra. Mhm. Donc, Nadal et Mandela, aujourd'hui, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Voilà. Super. Merci beaucoup, si Hassan. Alors moi, j'ai ritualisé deux questions que je pose à tous mes invités à la fin de l'échange. D'accord? La première question, c'est s'il y a un livre impactant ou ou un film, pardon, impactant ou un documentaire impactant qui t'a fait un effet positif et qui a été marquant pour toi, c'est lequel? S'il y en a un ou deux que tu pourrais partager avec nous. Donc soit un livre, un film ou un documentaire. Alors oui, il y a pas mal de... Là, je crois que je vais partir sur le livre, quoi. Ok. Sur le livre, j'aime beaucoup les livres, L'art de la guerre, bien sûr, de Sun Tzu, j'aime bien. Mhm, J'aime aussi le fil de l'épée de Charles de Gaulle. Le fil de l'épée, j'aime bien, en fait, les livres comme ça on peut paraître, oui, enfin, on peut penser il y a de la bataille, il y a cela, mais pour moi, ça rejoint toujours cette bataille intérieure, parce qu'on peut les appliquer sur le volet, personnel. mhm. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Donc, le fil de l'épée, Charles de Gaulle, j'ai adoré ce livre, la vérité, je l'aime Ok. beaucoup. Voilà. Mhm. Ok, magnifique. Deuxième question. Si tu devais donner un conseil à Oui, Hassan Baraka à ses 15 ans, oui, qu'est-ce que tu lui dirais? d'accord. Alors la vérité, c'est incroyable en fait comment les choses arrivent avec l'âge et avec l'expérience. Mais moi j'avais un rêve, c'était d'aller aux Jeux Olympiques, non? Et si aujourd'hui je fais ce que je fais, c'est en fait pour assouvir ce rêve de ne pas avoir pu aller, non? De ne pas avoir pu être sélectionné un jour aux Jeux Olympiques. Parce que j'ai pas été le plus fort ni le plus rapide en tant que nageur ou dans un autre sport. Mhm, Mais aujourd'hui, ma force, c'est ma force mentale. Et, je me serais dit, en fait, d'écouter mes forces et mes faiblesses et de pouvoir définir la personne qui me caractérise pour pouvoir appuyer les choses qu'il fallait que je travaille et les choses que je travaille pas. Et je me suis pas écouté, on va dire. Je me lançais, tu sais, je me lançais dans le quotidien de la vie, dans les objectifs que je voulais atteindre, mais sans savoir qui j'étais. mhm. Donc, ce que je me serais dit, c'était plutôt n'oublie pas
cette introspection et ce- ne sois pas dans la fuite, c'est-à-dire, t'es pas bien en tant qu'adolescent, à 15 ans, ça arrive, on n'est pas bien. Ouais. Ne cherche pas à aller, t'évade pas en regardant un match de foot ou essaye de savoir qui tu es vraiment. Et ça, tu sais, c'est comme ce qu'il avait écrit sur le temple à Delphes, hein, où il disait connais-toi vraiment. Enfin, c'est pas connais-toi vraiment, Connais-toi toi-même. connais-toi toi-même, Mhm, connais-toi toi-même. C'était mhm, ça mhm. exactement. Et aujourd'hui, c'est le conseil que j'aurais donné. Est-ce que, c'est- je voulais dire quelque chose là, en fait. Là, je suis parti là sur ta réponse, mais ça allait rebondir sur ça. Ça va peut-être revenir. Quand j'étais adolescent, oui, adolescent, ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est l'histoire aussi de. Oh, désolé, Maxime, Non, je ça t'en prie, je reviendra, t'en ça. prie. Est-ce que c'est Ça reviendra. l'influence de l'entourage, l'influence de l'environnement? Non? C'est pas l'influence de l'environnement, mais c'était. Et ce que tu expliquais, c'est que c'est comme si tu te lançais des défis, tu allais dans des choses un peu tête baissée, sans forcément t'écouter, sans forcément. Ah oui, je prenais pas plaisir. En fait, je prenais pas plaisir. Donc, on revient à cette histoire de notion présent. Moi, je prends un peu on va dire cette analogie en fait, avec le fait que je prends une R4, Mhm, d'accord? mhm, Je la bichonne, je la travaille, c'est-à-dire que je vais m'entraîner. mhm, Je vais m'entraîner à fond. Elle va se transformer en Lamborghini, si tu veux. mhm, Et puis, je gagne la course parce que je suis passé de la R4 à la Lamborghini. mhm, Je monte sur le podium, mhm, je prends ma coupe, je descends du podium, je prends une R5, je la transforme en Ferrari, je gagne la course. Mais mhm, finalement, j'ai pas pris le temps de fêter avec des amis. mhm, mhm, J'ai pas pris le temps de prendre plaisir. mhm, Et je suis constamment à chercher mon prochain but, ce que je disais tout à l'heure. mhm. C'est non, il faut prendre le temps sur le podium de sourire, de respirer Mhm. et de dire waouh, c'est énorme ce que j'ai fait. En fait, je prenais pas le temps de faire ça. Mhm. Oh, tu sais, on me disait waouh, t'as nagé 30 kilomètres entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et moi, je leur disais, mais il y a une nageuse, Diana Nayad, 64 ans, qui a nagé 152 kilomètres entre Mhm. Cuba et la Floride. Mhm. Et j'étais constamment en train de me comparer à d'autres qui faisaient plus que moi. Mhm. Or non, c'est génial. J'ai quand même nagé dans une eau où il y avait 1000 mètres de profondeur, où j'avais une faune et une flore marine extraordinaires en dessous. C'est ce qu'il fallait que je fasse, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce que je préconiserais, on va dire, à Hassan Baraka quand il avait 15 ans. C'est profite vraiment de tout ça, quoi. Ça me rappelle une autre notion, c'est la notion d'être bienveillant avec soi. Parfois, on est trop dur avec soi-même et on a tendance à être très dur, soit se critiquer, soit se dire j'ai pas fait assez ou c'est pas encore bon. Et ça me rappelle cette notion-là, cette importance d'être bienveillant avec soi et aussi voilà, j'ai fait telle chose, eh bien je le célèbre et je me félicite et je profite de ce moment avant Et de... on le fait pas parce que malheureusement, des fois, on est conditionné par le que dira-t-on. Il y a un poids de la société qui est très important et on va se dire encore une fois, ah tiens, Rad il est égoïste, non, le bien-être pour moi commun passe par le bien-être individuel de chacun. Hmm, Donc, mais il y a ce poids de la société qui est très difficile à manager et qui, aujourd'hui, moi, je le vois quand je fais des interventions bénévoles pour ce qui est des associations, et, donc surtout dans le milieu défavorisé. Et on sent, on va dire, qu'il y a ce poids de la société qui fait qu'on pense que c'est impossible de s'en sortir, hmm, ou on est un peu défaitiste, ou or non, c'est vrai que Dalija Dialna, elle est un peu des fois défaitiste. مشى عليا التران، hmm, ضربني البرد، طاح عليا الظلام. C'est toujours, on est victime, c'est l'autre. C'est la nuit qui est tombée, c'est le train qui est parti sans nous, c'est le froid qui nous a frappés. Et aujourd'hui, non, on est. Bah, tiens, je reprends le film Invictus. Tu me parlais tout à l'heure d'un film qui t'a marqué, mhm, et je parlais de Nelson Mandela. On est quand même le capitaine de notre âme. On est le capitaine de notre bateau. On est le, le captain of my soul. Enfin, c'est ça, c'est le capitaine de mon âme. mhm, Et on a notre destinée entre nos mains. Et c'est ce que je veux transmettre à ces jeunes, c'est qu'aujourd'hui, euh, on vient sur Terre tout seul mhm, et on repart de cette terre tout seul. mhm, Donc, on vit en société, l'homme est donc quelqu'un qui vit en société, ça c'est vrai, c'est indéniable, mais خصنا نعولوا على راسنا, en fait, dire. On peut pas
attendre que les autres nous donnent. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Wassine, tu sais bien. Donc aujourd'hui, ça va pas venir. Le bon Dieu va envoyer les choses. Pardon là si je m'étale. Non, vas-y, je t'en prie. J'aime beaucoup avec l'histoire le pieux, le croyant qui disait je crois en Dieu et je vais vous démontrer que je crois en Dieu. Et on va dire il est parti dans un lac, il s'est jeté dans l'eau, il savait pas nager. Et il y a un pêcheur qui est venu le voir et qui lui dit t'as besoin que je t'aide ou pas. Il me dit non, je suis un pieux, je crois en Dieu, Dieu va me sauver. Et quand il meurt et qu'il se présente devant Dieu, il dit Dieu, je comprends pas. Je suis un croyant, j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire. Et pourquoi tu m'as pas sauvé? Il lui dit je t'ai envoyé quelqu'un pour te sauver. Alors que lui s'attendait à que quelque chose de divin le sauve. Et en fait, non, Dieu nous enverra avec ses ondes positives ce qu'il faut pour accomplir ce que l'on veut. Et il faut juste savoir écouter cela. Voilà. Super. Merci beaucoup aussi Hassan pour cet entretien. J'étais très content et très honoré de te recevoir. Merci, c'est un plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec nous, une dernière chose à dire? Je crois qu'on a tout dit, mais je reviens sur cette notion-là qui est très importante. C'est prenez soin de vos rêves et faites en sorte de tout faire pour les matérialiser. Et moi, je finis mon livre avec le parallélisme de ce qu'a découvert Isaac Newton quand il était assis en train de faire une sieste sous un arbre. On dit que grâce à ça, il a découvert la gravité, le fait que la pomme lui était tombée dessus lorsqu'il faisait sa sieste. Mais en fait, il n'a pas découvert la pomme. Tout ce qu'il a fait, c'est mettre un nom à cette loi. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a une étincelle qui sommeille en nous. Et ce qu'il faut faire, c'est la découvrir. Quand tu vas dans le dictionnaire et tu cherches le mot découvrir, c'est retirer quelque chose qui cache autre chose. Donc en nous, il y a cette étincelle et tout ce qu'il faut faire, c'est être attentif aux signes de la nature, comme peut être la chute d'une pomme, ou comme a fait Steve Jobs avec la découverte de sa pomme, et découvrir la nôtre et accomplir nos rêves. C'est le message que je transmets. Voilà. Super. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Wassine. À bientôt. Au revoir.